Nous reprenons avec Cécile Collonge, diététicienne, réseau Studio Santé, qui nous présente dénutrition et plaies chroniques. Quel lien? Bonjour, tout d'abord je remercie Élodie Lautret et Suite de Soins de m'avoir conviée à ces journées de soins de plaies pour lesquelles la dénutrition est importante manifestement, donc j'en suis ravie. Alors le pointeur, excusez-moi. Donc, je vais vous parler aujourd'hui du lien entre dénutrition et plaies chroniques. Donc, moi, je suis diététicienne, donc mon cœur de métier, c'est la dénutrition. Je vais plus vous parler de la dénutrition que des plaies chroniques, bien sûr. La lutte de la dénutrition contre la dénutrition est quelque chose de très important. Depuis 2019, il a été intégré parmi les objectifs nutritionnels du Haut Conseil pour la santé publique. Dans le PNNS 4, la réduction de la prévalence des pathologies nutritionnelles, dénutrition et TCA, troubles du comportement alimentaire, font partie maintenant c'est un enjeu de santé publique, grâce au collectif de lutte contre la dénutrition, présidé par le professeur Éric Fontaine, qui, dans son manifeste « Maigrir, c'est mourir », a dit « Aujourd'hui, dans un pays d'abondance comme la France, la dénutrition tue. On dispose dans l'absolu de tous les savoirs et de toutes les solutions pour empêcher cela, mais rien ou trop peu n'est fait, faute de moyens et de prise de conscience. » C'est quelque chose que j'ai même du mal à m'expliquer. Ça fait 20 ans que je travaille en tant que diététicienne pour des patients dénutris. J'ai toujours travaillé dans différents services, mais pour la dénutrition, et il n'y a pas ou peu d'évolution. Il y aurait eu peut-être une petite évolution ces dernières années par rapport à la nutrition entérale, la prise en charge en nutrition entérale, mais avec le Covid, c'est limite en train de redescendre. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je vais vous parler aussi de ce dépistage, de la prise en charge de la dénutrition. Mais tout de suite, là, du 12 au 19 novembre, il y a la semaine de la dénutrition, c'est national. Et donc, il y aura des actions prévues un petit peu partout en France. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, voire à participer à cette semaine de la dénutrition qui a été co-organisée, on va dire, entre le ministère et le collectif de lutte contre la dénutrition. De quoi parlons-nous quand on parle de dénutrition et de plaies chroniques? Donc, juste pour situer la plaie chronique selon l'HAS, si des gens comme des diététiciennes écoutent cette intervention, le délai de cicatrisation qui est allongé, une évolution après 4 à 6 semaines, et puis des causes comme ulcères de jambes, les escarres, les plaies du diabétique, les moignons d'amputation. Ça, c'est selon l'HAS. Au niveau de la dénutrition, toujours selon l'HAS, ils ont sorti une nouvelle définition, donc depuis novembre 2019. C'est l'état d'un organisme en déséquilibre nutritionnel, donc soit avec une diminution des apports de manière isolée, ou alors une augmentation du besoin, ou alors un cumul des deux. La grosse différence par rapport à l'ancienne définition de la dénutrition, c'est qu'avant, il fallait que ce soit tout cela, ça, bien sûr, engendre une perte de poids, et il fallait que cette perte de poids soit involontaire. Depuis novembre 2019, cette perte de poids, même si elle est volontaire, elle amène à un état nutritionnel délétère. Donc, quelqu'un qui va perdre du poids trop rapidement, avec une dépense énergétique élevée, il va avoir des conséquences néfastes. Ces conséquences, des infections, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les altérations des différentes fonctions physiologiques, musculaires, immunitaires, et au niveau de la cicatrisation. Donc ça, c'est bien défini. Bien sûr, risque de chute, fonte de la masse musculaire. Si on perd 50% de sa masse musculaire, c'est le décès. Donc, la mort quand la perte de masse protéique excède 50%, c'est assez significatif.
et un retentissement psychique et relationnel qui peut aussi avoir des conséquences néfastes. Donc, qui est touché par cette dénutrition en France? 2 millions de personnes, un enfant hospitalisé sur 10, et puis 25% de personnes de plus de 70 ans qui vivent à domicile sont dénutries. Pour les personnes âgées hospitalisées, on est, une fois qu'ils mettent le pied à l'hôpital, on atteint 50%. Donc pour les personnes âgées, c'est un gros problème. Pourquoi est-ce que ça pose de soucis au niveau de la cicatrisation? Parce que la cicatrisation est un phénomène complexe, une cascade de réactions biologiques dont le but est de réparer les tissus endommagés grâce à la formation de collagène pour former cette cicatrice. Et s'il y a un problème nutritionnel à quelque niveau que ce soit de cette cascade de réactions biologiques, on va avoir des conséquences néfastes. Plusieurs études montrent cela, beaucoup d'études montrent cela. J'en ai ressorti quelques-unes juste pour situer un petit peu, mais c'est bien connu et c'est pour ça que finalement on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas mieux pris en charge. Donc chez les patients dénutris qui ont subi une amputation, on sait que la morbidité post-opératoire est plus importante, qu'il y a des retards de cicatrisation et qu'il y a des surinfections qui sont beaucoup plus fréquentes que chez les patients non dénutris. La dénutrition va également favoriser le lâchage des sutures. Ça, c'est quelque chose que les chirurgiens aussi connaissent bien. Et il va y avoir ce problème de malnutrition qui va avoir un retentissement au niveau de la cicatrisation en ralentissant cette cicatrisation. Une étude sur vraiment le basique de la nutrition et de la cicatrisation, c'est tout simplement le besoin énergétique est accru et du coup, pour avoir une reconstitution cellulaire, on va avoir besoin de plus d'énergie. Voilà, au moins, c'est dit. Dans cette étude-là, la dénutrition augmente le taux d'infection. Et les plaies chroniques vont être du coup une cause significative de morbidité, de mortalité. Et à chaque phase, il va y avoir des besoins nutritionnels spécifiques. Donc pour la phase hémostatique, on va plutôt être dans quelque chose de général, un besoin énergétique accru. La phase inflammatoire, ça va plutôt être la vitamine A pour améliorer la libération des cytokines, les acides aminés qui diminuent les problèmes inflammatoires, alors que la vitamine C, elle va améliorer les défenses immunitaires. Dans la phase de migration, la vitamine C est indispensable à la synthèse du collagène, alors que la vitamine A, elle va agir au niveau de la différenciation cellulaire. Et pour la... Excusez-moi, il faut que j'avance ça. Bon, non, je ne peux pas, c'est pas grave. Et pour la dernière phase, c'est les protéines qui vont jouer un rôle clé dans la cicatrisation. Ah, du coup, ça avance plus. Ah, pardon, j'avais pas vu ça. Voilà. Donc, je vais surtout vous parler de la phase inflammatoire. Dans la phase inflammatoire, on a un hypercatabolisme qui va augmenter les dépenses énergétiques et qui va mobiliser les réserves nutritionnelles de l'organisme. Donc, on va avoir une protéolyse pour aller chercher des protéines au niveau des stocks musculaires, entre autres. Une diminution de la sécrétion d'insuline pour pouvoir laisser le sucre dans le sang et pouvoir qu'il amène l'énergie dont on a besoin au niveau de la cicatrisation.
Et on va également effectuer de la lipolyse pour récupérer l'énergie dont l'organisme a besoin. Pour chaque nutriment énergétique dont l'organisme a besoin, il va y avoir une intensité plus élevée de lipolyse, de protéolyse, de néoglucogénèse en règle générale, en fonction de la sévérité de la lésion, de l'étendue de la plaie. Les protéines servent à la reconstruction cellulaire. Donc, un déficit en protéines et en acides aminés va amener un retard dans la cicatrisation avec une baisse des capacités de synthèse et de prolifération cellulaire et de la synthèse protéique en règle générale. L'hypoalbuminémie va également favoriser la formation d'œdème qui va être responsable d'hypoxie. Donc, on va, pareil, avoir toujours un retentissement au niveau de la cicatrisation. Par contre, l'apport de protéines, de manière plus importante, va ralentir cet hypercatabolisme, va compenser les pertes azotées et va favoriser la régénération tissulaire et améliorer les fonctions immunitaires. Donc on a 3 acides aminés qui sont prépondérants. La glutamine pour le renouvellement rapide des cellules, l'arginine pour la synthèse du collagène, et puis l'alpha-cétoglutarate d'ornithine qui est un précurseur et de la glutamine et de l'arginine. Les protéines, c'est un petit peu comme les briques dans un mur quand on construit une maison. Si on met des briques seules, notre mur ne tiendra pas. Il nous faut du mortier autour pour construire notre mur. Notre mortier, c'est les glucides. Les glucides, ils sont indispensables à la cicatrisation. C'est bien pour ça qu'on va mobiliser tout ce qu'on peut pour fournir de l'énergie à la cicatrice. En cas d'apport insuffisant, le catabolisme protéique va être majoré. Donc si jamais on n'apporte pas suffisamment de glucides par l'alimentation, on va aller les chercher ailleurs, ces glucides. Donc finalement, on va aller les chercher aussi dans les lipides ou alors dans les protéines. Et du coup, tout ça, ça va rentrer je ne trouve plus mon mot, mais c'est pas grave, en tout cas en compétition, voilà. Et du coup, on va plus avoir suffisamment de protéines pour notre cicatrisation. Plus la lésion, les plaies sont étendues et plus les dépenses énergétiques seront élevées. Les lipides, eux, vont jouer 2 rôles. Dans la formation de la cellule, il y a des lipides. Donc, on va avoir au niveau de la membrane cellulaire un besoin de lipides. Et puis, il va y avoir aussi le substrat énergétique. Donc, quand on est au début de la plaie, dans la phase aiguë, là, tous les mécanismes se mettent en route pour vraiment être sur la plaie. Par contre, quand on arrive à un stade chronique, l'organisme, lui, il a aussi besoin d'énergie, il a aussi besoin de tous les nutriments dont la plaie se sert. Donc, du coup, là, il va y avoir cette compétition. Et au bout d'un moment, quand on a un état nutritionnel qui n'est pas suffisamment bon, quand on a un état de dénutrition, un jeûne prolongé, alors jeûne, ça ne veut pas forcément dire un jeûne voulu, hein, c'est par rapport à la douleur, par rapport à une anorexie, par rapport à tout un tas de phénomènes. Eh bien, à ce moment-là, la plaie, elle va être chantée. On va plus s'occuper de la plaie, on va amener tous les nutriments énergétiques aux organes vitaux. D'où le retard de cicatrisation, d'où le fait qu'on ne pourra pas cicatriser si on n'a pas un état nutritionnel convenable. Et même, l'organisme va aller puiser ce qui a déjà été fabriqué. Les cellules qui ont déjà été fabriquées, on peut aller s'en servir pour récupérer l'énergie. Donc, on voit à quel point c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éviter cela ? La première chose à faire, c'est le dépistage. Donc, il faut dépister la dénutrition de manière systématique.
L'HAS est en train de travailler sur les nouvelles recommandations pour le dépistage de la dénutrition chez les personnes âgées. Donc pour l'instant, c'est encore les anciennes recommandations. Et pour les adultes, par contre, ce sont les nouvelles recommandations. Les anciennes recommandations, c'est 5% de perte de poids en 1 mois et le patient est en dénutrition modérée. Une personne qui fait 60 kg, perte de 3 kg en 1 mois, il y a cette étiquette de dénutrition modérée qui doit être posée. C'est, à l'heure actuelle, dans notre société actuelle, c'est rien du tout. C'est rien du tout. 3 kilos, on se dit génial, je peux rentrer dans mon pantalon, c'est super, ça me fait plaisir, au moins ça m'aura apporté ça. Enfin voilà, ça c'est le genre de messages qu'on peut entendre qui sont dits par les patients, alors qu'on est déjà dans un état de dénutrition modérée. Encore une fois, avec la nouvelle définition de l'HAS, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, c'est pareil. Donc 5% de perte de poids en 1 mois ou 10% en 6 mois, le patient est en dénutrition modérée. On passe au stade de dénutrition sévère si on est à 10% en 1 mois ou 15% en 6 mois. Un seul de ces 3 critères, que ce soit perte de poids, indice de masse corporelle, albuminémie, suffit, ou MNA, mais ça c'est, je vous en dirai 2 petits mots après, suffisent pour diagnostiquer la dénutrition. Donc, un patient qui a un indice de masse corporelle, un IMC inférieur à 21, enfin une personne âgée, est en dénutrition modérée. Le MNA, c'est Mini Nutritional Assessment, c'est un questionnaire qui est souvent donné dans les EHPAD. Il y a des critères anthropométriques, il y a des critères d'habitude de consommation alimentaire, voilà. Donc ça, c'est surtout dans les EHPAD que c'est fait. Mais un seul de ces critères suffit. Donc le poids, c'est quelque chose de très simple du moment que le patient peut se lever, bien sûr. Pour l'adulte, l'HAS a sorti des nouvelles recommandations, donc en novembre 2019. Donc maintenant, le dépistage de la dénutrition doit se faire en 2 temps. D'abord, le diagnostic de la dénutrition et ensuite la détermination du degré de sévérité. Donc le diagnostic pour l'adulte, il doit y avoir l'accumulation de 2 critères. Critères phénotypiques plus critères étiologiques. Ça ne change pas beaucoup de choses au niveau du critère phénotypique. Par contre, ils ont rajouté le critère étiologique, ce qui est très intéressant. Les critères phénotypiques, ça reste à peu près la même chose, sauf que là, c'est pour le diagnostic de la dénutrition. On se moque de savoir si elle est modérée ou sévère. 5% de perte de poids en 1 mois ou 10% en 6 mois. Toujours pareil. Par contre, ce qui est révolutionnaire, c'est 10% par rapport au poids habituel avant le début de la maladie. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, de vraiment nouveau. Parce que mon patient, il y a 1 an, 2 ans, il faisait 70 kilos. Maintenant, il en fait 50. Il y a 6 mois, il en faisait 52. Eh bien, il sera dénutri parce qu'il y a 2 ans, il faisait 20 kilos de plus. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire qu'en fait, l'organisme est dans un état de souffrance à cause de cette dénutrition et du coup, il va y avoir un besoin énergétique qui va être supérieur parce qu'il va essayer de lutter contre cet état de dénutrition aussi. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, il faut un de ces 3 critères, perte de poids ou indice de masse corporelle bas ou une réduction quantifiée de la masse musculaire, donc là, ou de la fonction musculaire. Là, c'est quelque chose qui peut être fait à l'hôpital de manière assez simple quand on est à l'hôpital. Par contre, quand on est à domicile ou pour les patients comme ça, c'est compliqué de savoir. Ce qui est simple, c'est le test de marche qui peut être fait, mais il faut quand même se renseigner de savoir quelle est la distance et quel est le chronomètre, voilà. Et sinon, on utilise le hand grip, c'est un dynamomètre où on va presser et savoir si on est en dessous, une femme en dessous de 16, elle va être... avoir une fonction musculaire qui n'est pas suffisante, et un homme, c'est 26. Donc, un de ces 3 critères phénotypiques, plus un des 3 critères étiologiques qui suivent, donc la réduction de la prise alimentaire supérieure à 50% pendant au moins une semaine par rapport à la consommation habituelle.
ou alors une absorption réduite, ou alors une situation d'agression, une pathologie aiguë ou chronique, ou une pathologie maligne. Donc, en règle générale, quand on prend en charge des patients, on a forcément une situation d'agression. Donc, un des 3 critères, ce sera celui-là dès qu'on prend en charge un patient à l'hôpital. Voilà, on a toujours une pathologie. Maintenant, on va déterminer la sévérité de la dénutrition. Est-ce qu'elle est modérée ou sévère? On n'a pas rajouté d'autres stades. Et là, ça va être la perte de poids, toujours pareil. Donc, modéré, 5% en un mois, 10% en 6 mois ou par rapport au poids habituel. Sévère, 10% en un mois ou 15% en 6 mois ou par rapport au poids habituel. L'IMC, lui, il va être il est un petit peu plus strict que ce qu'il était dans les dernières recommandations. Donc, pour la dénutrition sévère, on est inférieur à 17. Donc, avant, on était à 16. Donc voilà, ça a été relevé. Et l'albuminémie, on est inférieur à 30 ou entre 30 et 35 pour la dénutrition modérée. Une fois qu'on sait si notre patient est pas dénutri modéré ou dénutri sévère, on va se poser la question de la prise en charge. Qu'est-ce qu'il va être le plus adapté pour notre patient? On n'a rien trouvé de mieux que l'arbre décisionnel de la SFNCM. Alors, avant, c'était SFNEP, Société française de nutrition entérale et parentérale. Elle est devenue la SFNCM, Société française de nutrition clinique et métabolique. Donc, c'est Corinne Bouteloup qui a créé cet arbre décisionnel, qui est très simple. Pas de dénutrition. Est-ce que les ingestats de mon patient sont corrects ou pas? Est-ce qu'ils couvrent les 2/3 du besoin énergétique de mon patient? Donc, on répond oui, non. Si c'est oui, à ce moment-là, mon patient n'est pas dénutri, il mange de manière correcte, on suit. Juste, on le suit, 1 fois par semaine, on pèse et tout va bien. Il n'est pas dénutri, mais il ne mange pas suffisamment. Donc, ils ont rajouté la notion de VA. Avant, il n'y avait que les ingestats, inférieurs aux 2/3 des besoins. Maintenant, il y a l'EVA. Donc, l'EVA, c'est une échelle visuelle analogique. 0, je ne mange rien du tout. 10, je mange comme d'habitude. Si le patient est en dessous de 7, à ce moment-là, c'est qu'il ne mange pas suffisamment. Donc, il va falloir se poser la question d'une prise en charge avec une alimentation enrichie, une complémentation orale. Si le patient prend du poids, c'est génial. C'est que ce qu'on a mis en place, ça fonctionne. Il ne faut pas arrêter. Ça veut dire qu'il faut continuer tant qu'on n'a pas atteint son poids, son objectif en fait. Voilà, notre objectif. Par contre, si il continue à perdre du poids malgré la mise en place de la complémentation orale et de l'alimentation enrichie, à ce moment-là, il faut se poser la question de la nutrition artificielle. Et si mon patient est en dénutrition modérée, soit il mange au-dessus de 7 sur 10, et à ce moment-là, complémentation orale, il ne mange pas suffisamment, nutrition artificielle. Est-ce que le tube digestif est fonctionnel? S'il est fonctionnel, oui, nutrition entérale. S'il n'est pas fonctionnel, nutrition parentérale. D'accord? Pour un patient en dénutrition sévère, on ne se pose même pas la question de la complémentation orale. Ça ne servirait à rien. On n'arriverait pas à apporter suffisamment d'énergie et de protéines pour couvrir les besoins de l'organisme. Donc à ce moment-là, on passe directement sur une nutrition artificielle. La prise en charge au niveau pratique, donc pour moi, l'enrichissement de l'alimentation, ça devrait être la base et pour tout type de prise en charge. En fait, il faudrait enrichir l'alimentation. Dès qu'on a un petit souci nutritionnel, on ne se pose pas de questions, on enrichit l'alimentation. Et après, on voit ce qu'on rajoute en plus. Mais le peu qu'on mange, il faut que ce soit riche. Les patients qui disent moi le soir je mange une soupe mais avec les légumes du potager, c'est une très bonne soupe. Oui, mais elle ne vous apporte rien votre soupe. Donc soit vous l'enrichissez, vous mettez vous faites une soupe à l'oignon avec des oignons, du gruyère dedans pour que ce soit bien riche et du pain et voilà. Ou alors sinon la soupe aux légumes, on l'enlève. En plus de ça, complémentation orale, si échec, nutrition artificielle. Et au niveau de la complémentation orale, on a soit la complémentation orale, on va dire, basique, les
boissons lactées ou boissons fruitées qui vont être hypercaloriques et hyperprotéinées. Mais pour tout ce qui est escarre, gros problème de cicatrisation, on a 2 produits spécifiques qui vont être enrichis en arginine et donc ils vont favoriser la cicatrisation. Au niveau de la nutrition artificielle, entérale si le tube digestif est fonctionnel, parentérale s'il n'est pas fonctionnel, ou s'il y a un refus du patient, ou s'il y a un problème éthique quelconque, voilà. Et pour la nutrition entérale, on a des produits spécifiques enrichis en arginine. Pour la parentérale, non. On n'oublie pas l'hydratation. L'eau est quelque chose de très important, surtout pour les personnes âgées qui ont tendance à beaucoup moins boire, à ne plus avoir la sensation de soif. Donc, l'hydratation, c'est vraiment primordial. On voit qu'un problème de cicatrisation peut être résolu aussi grâce à une bonne hydratation. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle donc la semaine nationale de la dénutrition du 12 au 19 novembre et je réponds à vos questions. Merci. Alors nous avons plusieurs questions. Tout d'abord, nous avons Clara qui nous interroge sur le fait de savoir si une personne obèse peut être dénutrie. Oui, c'est ce qu'on appelle la dénutrition sarcopénique. Donc la dénutrition, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est la perte de poids, la perte de masse musculaire. Donc même si on est obèse, on peut perdre de la masse musculaire. Un patient obèse qui va être alité suite à une chirurgie, suite à un traumatisme, voilà, va perdre de la masse musculaire. D'abord pour aller régler le problème lié à la cicatrisation, par exemple. Et puis, par contre, l'organisme va protéger, en quelque sorte, la masse grasse au profit des protéines dont on a besoin. Donc, du coup, il va y avoir même une diminution de cette lipolyse à ce moment-là. Au tout début, on va favoriser l'utilisation des protéines parce que c'est vraiment ce dont on a besoin. Donc les protéines, le glucose en premier et après seulement on s'occupera de la masse grasse. Donc on peut être tout à fait obèse et dénutri et c'est d'ailleurs un problème parce que ces patients-là, ils sont encore plus contents d'avoir perdu du poids. Donc pour arriver à les motiver, dire si, il faut prendre des compléments oraux, ah, non. En fait, depuis que je suis tout petit, je cherche à perdre du poids. Maintenant que j'en ai perdu, vous voulez enrichir mon alimentation. Donc voilà, il faut vraiment arriver à expliquer cette histoire de protéines et de masse musculaire. Autre question de Flavie qui nous demande dans quel aliment peut-on retrouver la vitamine A ? Alors, la vitamine A, on la retrouve dans les fruits de mer, dans les carottes, la fameuse carotte on dit que les lapins, ils mangent beaucoup de carottes, hein, voilà. Voilà, et puis de toute manière, une alimentation équilibrée, elle va apporter tout ce dont l'organisme a besoin pour une bonne cicatrisation. Et c'est là où on a le problème avec nos patients dénutris ou qui ne mangent pas suffisamment. Parce que c'est complètement déséquilibré. Donc tous les compléments nutritionnels et les nutritions artificielles, enfin nutrition entérale et complémentation orale, sont équilibrés au niveau vitamines et minéraux. Par contre, pour la parentérale, il faut les rajouter en plus, mais les mélanges qu'on rajoute sont aussi équilibrés. Bertrand nous interroge et nous demande sur le terrain, il est difficile d'avoir accès à une diététicienne. Comment savoir si la prise alimentaire a diminué ? L'idéal quand même, ce serait que les services hospitaliers embauchent des diètes, d'abord, pour que je fasse la promotion de ma profession. Et puis, l'échelle alimentaire. Alors, je vous l'ai juste mis il y avait une image à un moment, la réglette de l'EVA, qui s'appelle SEFI, SEFI, donc score d'évaluation facile des ingestats.
Donc c'est la petite réglette qui montre 0, je ne mange rien, 10, je mange comme d'habitude. Et donc on déplace le curseur pour savoir où on en est. Et de l'autre côté, il y a une assiette qui est plus ou moins pleine. Voilà, si jamais on veut le côté vraiment visuel pour les patients. Une question de Laetitia. L'activité physique est-elle importante dans la prise en charge de la dénutrition? Alors l'activité physique est importante de base. L'activité physique, c'est important pour tout le monde. Et encore plus quand on a une pathologie, il faut faire fonctionner l'organisme, il faut faire circuler le sang. C'est quelque chose de très important. Donc, même si on a un problème au pied, eh ben, on s'occupe du haut du corps si on peut. Enfin, voilà. Et l'activité physique, ça ne veut pas dire s'inscrire à un club de fitness ou vouloir faire le marathon. C'est juste marcher, c'est largement suffisant. Mais on est trop souvent avec des patients où les familles vont dire oh là là, mon pauvre, t'es malade, t'as quelque chose, reste assis. Non, non, je vais chercher ça pour toi. Non, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc l'activité physique, c'est primordial. Et une dernière question de Jacques. La nutrition semble importante dans la prise en charge des plaies. Pourquoi est-elle autant mise de côté ou oubliée? Ah ouais. J'aimerais bien savoir. Je pense qu'il y a un problème de formation, certainement, à la base, en fait. Donc peut-être au niveau des médecins, au niveau du personnel soignant, donc de la formation, de l'information. Je crois aussi que les médecins, enfin j'en suis sûre, n'ont pas que ça à faire. Donc, ils s'occupent de la nutrition une fois qu'ils se sont occupés de tout le reste. Donc, c'est sûr que c'est souvent trop tard, quoi. La perte de poids est déjà trop importante. Il faudrait vraiment arriver à avoir justement des diètes en plus grand nombre et qui puissent dépister les patients de manière beaucoup plus précoce. Et il faut que la nutrition soit vécue, comme je prenais l'exemple quand j'en ai discuté tout à l'heure. Maintenant, la nutrition, c'est la cerise sur le gâteau, quoi, alors que la nutrition, c'est la génoise du gâteau. Donc, il faudrait vraiment que ce soit pris en charge dès le départ, de manière beaucoup plus précoce. Et ne pas laisser ça, une fois que le patient a perdu 20 kilos, on se dit, oulala, il doit être dénutri, on va peut-être regarder ce qui se passe. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces réponses. Merci à vous.